Alors, on corrige le deuxième exercice là sur la feuille. Donc ça concerne un mélange eau plus glace. Et on veut savoir en gros quel est l'état final. Hein. Est-ce que la glace est totalement transformée en eau? Est-ce que c'est au contraire l'eau qui s'est transformée en glace? Ou est-ce qu'on est un petit peu dans un état intermédiaire? Alors on va traiter les cas les moins compliqués, on va dire. Alors, bon, le mélange eau plus glace, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Dès qu'on a des changements d'état eau glace, eau liquide glace, voilà, on est sur cette portion donc, de la surface des états, bon, qui n'est pas très facile à voir, hein, mais enfin c'est comme ça, on peut. Voilà, donc on ne peut pas tracer des isothermes, globalement ces isothermes-là peuvent se regrouper avec d'autres isothermes qui seraient un petit peu devant, donc le mieux encore c'est de le faire comme ça, hein, je pense. Voilà, donc alors, donc initialement donc, on met une certaine masse de glace. Hein, la masse de glace, c'est l'eau liquide, c'est M0. La masse de glace, c'est petit m, il me semble. Voilà. Hein. Donc on a ici la glace, ici à moins 5 degrés, masse petit m, sous pression atmosphérique, bon, bien sûr. Et puis on a de l'eau ici, à température donc 50 degrés, toujours sous pression atmosphérique. On mélange les deux. En gros, on suppose que tout se passe comme si ces deux systèmes échangeaient simplement de la chaleur, entre guillemets, sans se mélanger. Hein. On n'a pas à tenir compte de ça d'un point de vue thermodynamique. Voilà, donc le système glace, quel va être son état final, et le système eau, quel va être son état final. Alors, sachant qu'à l'état final, ces deux systèmes sont en contact thermodynamique, bon, même si on imagine qu'ils ne se mélangent pas, ils sont séparés par exemple par une très mince paroi qui permet les échanges de chaleur et de pression. Donc ici, l'état final, en fait, donc ici, je vous ai donc mis l'état initial donc, sur la partie glace, d'accord? G, c'est glace et pas gaz. Ok, sur l'isotherme, donc à moins 5 degrés. Ici, j'ai mis l'isotherme à 0 degré, d'accord? Et puis, donc ici, l'état initial donc, dans la zone liquide, là. Et l'état final, j'ai pas mis d'indice, parce que c'est forcément le même. On aura forcément même pression, même température, et si c'est un liquide, par exemple, ce sera le même volume massif. D'accord? Voilà. Donc, si je suppose que toute la glace est transformée en eau, à ce moment-là, l'état final sera le même. Alors, je trouve que la masse des deux systèmes ne sera pas la même. Et dans le diagramme PVT, finalement, l'état final, c'est le même point. D'accord? Voilà. Alors, donc, ce que vous avez ici en pointillé, c'est l'isobar à la pression atmosphérique, à 1 atmosphère, 1,013 ou 0,14 bar. D'accord? Donc, l'état initial glace, pardon, il est là-dessus. L'état initial liquide, il est là-dessus. J'ai mis les températures T1 et T0. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on nous donne, on nous donne l'enthalpie massique de changement d'état, glace vers liquide, donc l'enthalpie massique de fusion, à pression P0. D'accord? Pression atmosphérique. Et on sait que ça se passe à la température T de fusion qui correspond à 0 degré. D'accord? Alors, on aurait pu avoir d'autres données, hein, on n'était pas obligé. Alors, il se trouve que c'est la pression à laquelle on travaille, c'est quand même ce qui est le plus naturel. On va voir que pour ce qu'on va faire, finalement, si on avait voilà, cette même donnée à une autre pression, finalement, ça n'aurait pas rien changé. Bon, sauf que là, évidemment, c'est quand même quelque part le plus naturel de faire ça. Donc, voilà un petit peu comment se représentent les choses. Hein. Donc ici, état initial glace, état initial liquide. Donc le liquide, lui, va simplement être refroidi au contact de la glace. Donc son état final va arriver ici. Donc on voit ici que les températures sont de plus en plus basses. Hein. Voilà, donc le liquide qui est à 50 degrés va baisser en température. Et puis la glace, elle devrait, entre guillemets, enfin, il y a des situations pour lesquelles elle peut alors, passer complètement à l'état liquide. Voilà, alors on fait la glace, on fait l'hypothèse que toute la glace est transformée en liquide. Voilà, donc question 1, placé sur la surface des états, de l'eau ci compte, les états initiales et finales, donc des systèmes L et G. Voilà, donc on a ça comme ça. Hein. Voilà. Appliquer ensuite le premier principe et en déduire la température finale. Voilà. D'accord, donc on va étudier ça un petit peu avec le premier principe, et puis on va vérifier a posteriori cette hypothèse, on va voir pour quelle masse ça marche. On voit que, évidemment, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau liquide au départ pour transformer la glace en eau, puisque ce qu'on voit, c'est que la chaleur que va céder l'eau liquide au système qui initialement est en glace va l'amener à se transformer en eau liquide. Si au départ on n'a pas assez d'eau liquide, ça ne peut pas se passer. D'accord ? Voilà, donc
sent bien qu'il faut que la masse ici d'eau liquide soit suffisante pour assurer cette transformation. Donc on va tomber sur une condition de ce type. Voilà, d'accord? Alors question 1, c'est bon. Alors question 2, on va appliquer le premier principe à ce système. D'accord? Alors quel système? Le système qu'on va considérer, ça va être l'union glace, le système initialement glace plus le système initialement sous forme de liquide, l'ensemble des deux. Bon, je mets la glace dans l'eau, d'accord? Voilà, ça c'est mon système d'étude. On est sous pression atmosphérique, donc on a un réservoir de pression qui est la pression atmosphérique, et on va appliquer le premier principe. Donc delta U de sigma, c'est égal donc au travail des forces exerçant sur sigma plus le transfert thermique reçu par sigma. D'accord? Donc le travail, alors, bon, l'eau et la glace varient relativement peu de volume, même si la glace, il y a un petit changement de volume massique lorsque la glace fond. Bon, donc on peut en tenir compte. Donc ici, le réservoir de pression, c'est la pression atmosphérique, multiplié donc par voilà, VF moins VI. Alors c'est V2 sigma ici. Attention, il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Donc travail de la force de pression atmosphérique, moins somme de VF à VI de la pression du réservoir, donc P hat, pression atmosphérique. Donc c'est P0, on avait noté ça, voilà, P0, pression atmosphérique, plus le transfert thermique. Alors l'ensemble, on suppose que ça évolue de manière adiabatique, d'accord? Voilà, donc voilà ce qu'on a. Ok. Donc ça c'est le volume de sigma, donc c'est la somme des volumes bien sûr par extensivité du système initialement glace plus de l'eau liquide. Voilà, là pareil, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ici on a typiquement une transformation monobar spéciale. Bon, simplement je refais la démonstration. Donc je peux rentrer ce terme-là parce que le P hat c'est à la fois donc, le PF et le PI. Pression initiale de sigma, pression finale de sigma. D'accord. Donc je vais avoir un moins PFVF plus PIVI que je rentre là-dedans. D'accord? Et je vais me retrouver avec un delta H. Delta H, donc de sigma égale 0. Donc on a une transformation qui se fait en enthalpie constante. Voilà pourquoi on nous donne l'enthalpie de changement d'état, parce que c'est sur l'enthalpie, c'est la fonction enthalpie qui est la plus simple ici. Alors ça va donc me faire H de sigma, donc à l'état final, égale H de sigma à l'état initial. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'il faut donc, c'est détailler un petit peu cette. Alors, on va plutôt l'écrire sous forme de différence, et on va utiliser l'extensivité. Donc, je vais dire par extensivité que H de sigma, voilà, c'est H de sigma glace du système initialement glace plus H de sigma liquide. Voilà. Et finalement, je vais plutôt garder sous cette forme de différence. Donc je vais dire que ça fait H de sigma glace, donc, alors, dans son état final glace, moins H sigma G dans l'état initial glace, plus, par extensivité, donc H de sigma L dans l'état final donc, du système liquide. Alors on a vu que les états finaux étaient les mêmes, je vais le barrer après, moins H de sigma liquide dans l'état initial de sigma L, voilà, égale 0, d'accord? Et ça, donc, je le barre, puisque les états finaux pour les systèmes initialement gaz et liquide sont les mêmes. Voilà, donc ça me fait ça. Donc j'ai deux différences à écrire. J'ai celle-ci et celle-là, d'accord? Alors, je vais faire ça tout de suite. Voilà. Alors, cette première différence, delta H de sigma liquide. Alors, le système qui initialement est liquide reste liquide. On passe de là à là. Donc là, il n'y a pas de changement d'état. C'est H de ça moins H de ça. Voilà, donc là, je peux utiliser l'expression de H pour un solide. D'accord? Alors, on a vu que c'est MCT, c'est comme U en gros. D'accord? Parce qu'on assimile les deux. En fait, de manière exacte, H pour une phase condensée, c'est MCT, et on assimile plus ou moins U et H après coup par souci de simplification. Voilà, donc ici, je vais faire directement la différence de ces MCT, puisque là, les constantes s'en vont, d'accord? C'est la même constante, je reste liquide-liquide,
D'accord? Donc ça va me faire ici. Alors la masse du système initialement liquide, c'était je crois M0. Alors, je ne me trompe pas dans les indices. Voilà. Alors la glace c'est masse M, oui. Masse M0 liquide, d'accord, c'est ça. Donc ça va me faire M0, capacité calorifique de l'eau liquide, facteur de, alors température finale, température de F, moins la température initiale, donc qui avait été notée T0, le 50 degrés. Voilà. Voilà, je vais effacer ça. Alors, voilà. Alors l'autre différence, c'est là évidemment qu'on dirait qu'on vous attend, hein, le delta H de sigma G, c'est cette différence-là. Donc, c'est le H du système initialement en glace, donc pris ici, moins là. D'accord? Donc ici, là est à l'état liquide, là à l'état glace. Si je fais la différence des deux, je sais que j'ai deux constantes qui ne vont pas s'annuler. D'accord? Si je prends les expressions. Donc je vais passer par des états intermédiaires. D'accord? Alors ces états intermédiaires, ben, je les ai déjà écrits ici. Hein. Ils sont un petit peu dictés par les données du problème, hein, puisqu'on me donne la variation d'enthalpie entre ces deux points. Hein, donc c'est le point extrémité du palier, donc de changement d'état, donc liquide plus glace. Donc ici côté glace, là côté liquide, à la pression P0 à laquelle on me la donne. Hein, et on me dit que cette température correspondante, c'est 0 degré C, c'est température de fusion, hein, 0 degré C, que je vais noter comme ça. Voilà, température de fusion, je ne sais pas comment elle est notée dans l'énoncé. Voilà, TF. Voilà, maintenant on travaille en Kelvin. Hein. Donc on va plutôt garder des grands T, on verra si ensuite on peut passer au degré Celsius. Alors pour faire cette différence, hein, donc alors on commence soit par le début, soit par la fin. Donc ici c'est H de EF hein, pour sigma G. Donc ça, donc je fais ça moins ça. Alors en fait, je vais passer par cette étape ici. Donc je vais faire moins H de l'état extrême donc liquide, toujours pour sigma G, d'accord. Donc je fais ça moins ça, plus ce que j'enlève, je le rajoute. H de sigma G de EX liquide, moins, j'ai passé par celui-là, H de EX glace, plus H de EX glace. D'accord? Et moins, je vais juste y arriver, moins, voilà, moins H de l'état initial, de IG, toujours pour sigma G. Voilà, d'accord? Alors c'est toujours ici pour sigma G. Alors, un coup je fais petit G, un coup je fais grand G. Désolé. Voilà, d'accord? Donc c'est bon, hein, à chaque fois, voilà. Si j'ajoute quelque chose, je l'enlève, etc. Et ensuite, je vais pouvoir réévaluer par paire, comme ceci. Hein. Ça, c'est la technique qu'on a vue dans le cours. Hein. Alors ici, bah, je l'applique deux fois. Bon, dans le cours, simplement une situation dans laquelle ça s'appliquait qu'une fois. Voilà. Je l'ai appliqué deux fois ici. Alors, commençons par... donc ça moins ça, H de ça moins H de ça. Alors la masse du système initialement en glace c'est M. Ici c'est capacité calorifique, donc là on est dans l'état liquide. Okay, d'accord. Alors la température TF moins la température de EXL. La température de EXL c'est la température de fusion, c'est 0 degré. D'accord. Voilà. Plus, là c'est la variation de H à la traversée du palier. D'accord? Donc c'est M fois l'enthalpie massive de changement d'état. On a dû noter L indice F, je crois, de fusion. Voilà, L indice F, à la pression qu'on nous donne. En gros, la pression à laquelle se déroule l'expérience. C'est assez normal d'avoir ça, mais encore une fois, si on nous avait donné ces deux points ailleurs, ça n'aurait pas remis en cause le principe. Hein. Donc il ne faut pas croire, si vous voulez, que quelque part le système doit passer par ces états. Hein, c'est quelque chose de purement mathématique que je fais là. Même si, bon, c'est assez logique que cette glace elle va d'abord chauffer. Bon, mais elle peut chauffer de manière non uniforme. Hein. Voilà. Même si ça se fait de manière non uniforme, il y a une partie de la glace, par exemple, qui peut fondre avant que l'autre partie reste toujours en glace. Bon, même si ça se fait de manière non uniforme, hein, ces états-là ne sont pas des états intermédiaires de la transformation. C'est juste des choses qui m'arrangent pour écrire cette fonction, un H qui est défini sur cette surface. Voilà. Ensuite, j'ai cette différence ici. Donc ça, c'est le H de EX glace.
moins le H de EI ici. Donc là, on est sous la forme de solide. Hein. C'est CS qui est dû se donner. Voilà, CS. Facteur de. Alors la température de EX est à extrême glace, c'est 0 degré, température de fusion, moins température initiale. Voilà. Donc j'ai les deux delta H, hein, et je sais que la somme, c'est écrit ici, hein, la somme de ces deux delta H est 0. Donc je vais trouver la température finale, hein, et puis une condition quand même pour a posteriori par rapport à ce que j'ai posé, savoir que tout était en glace à la fin. Tout était en eau, excusez-moi, à la fin. Bon, alors il faut tout recopier, alors c'est un peu long. Hein. C'est un peu long et quand même des risques d'erreur. TF.T0, donc je recopie celle-là. CL plus MCL TF.T fusion plus MLF plus MCS T fusion moins TI, voilà, égale 0. Alors on va isoler, on va sortir TF, température finale. Hein. Donc la température finale, elle est là uniquement. Donc ça me fait M0 plus MCL TF. Voilà, égale, alors on a ces deux choses ici. Alors ici, M0CL T0 et puis MCL T fusion. Donc ça va nous faire encore un M0 plus MCL. Non, pardon, non, pas. Là, il y a une température. Bon, alors, ben, à la fois, oui, il y a juste CL à mettre en facteur. CL, donc facteur de M0 T0 plus M T fusion. Donc ça passe à droite, moins MLF, moins MCS, T fusion, moins TI. Donc voilà l'équation satisfaite par TF. Bon, on n'est pas obligé de diviser par M0 plus MCL. Alors je vérifie si j'ai pas une forme plus agréable sur laquelle la mettre. Oui, on peut tout factoriser par M si on veut. Voilà, hein, donc on peut tout factoriser par M. C'est peut-être ça qui est plus intéressant. Voilà, ça fait M0 CL T0 plus petit m, un facteur de CL T fusion moins LF moins CS, facteur de T fusion moins TI. Voilà, ça nous fait ça. Ok. Voilà, donc l'équation satisfaite par TF. D'accord ? Alors, bon, ça c'est dans le cadre d'une hypothèse, hein, dans le cadre d'une hypothèse que le système à l'état final est entièrement sous forme liquide, donc la glace a été transformée sous forme liquide. D'accord. Alors, comment je vais vérifier a posteriori maintenant l'hypothèse, hein? Ce qu'il faut évidemment, c'est que cette température finale ne peut pas être négative. Hein. Donc ça veut dire qu'elle est forcément supérieure à la température de fusion. Donc la condition a posteriori à vérifier, hein, c'est que TF est supérieur à T de fusion, donc multiplié par ça, ça veut dire que ça doit être supérieur à M0 plus M, CL, C indice L, T de fusion. D'accord, voilà ce qu'on a. Ok. Alors, on va voir quelles conditions ça nous donne sur tous les paramètres, évidemment, mais bon, on peut se dire que ceux qui sont faciles à... Enfin, c'est les masses qu'on peut facilement changer, il faut aussi les températures initiales. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, j'ai cette inégalité qui est ici. Hein, donc, je vais pouvoir la simplifier. M0, CLT0, apparemment, c'est un peu simplifié. M0, ah non, c'est T de fusion. Alors, par contre, il y en a une ici qui se simplifie. Alors, c'est pas celle-là qui se simplifie, voilà, c'est celle-ci. MCL T de fusion, MCL T de fusion. Donc ça se simplifie. Voilà, ça se simplifie. Bon, allons-y comme ça, on va faire ça en deux étapes.
Alors, donc on traite uniquement ça. Hein. Donc on a du M0CLT0 et on a du M0 de l'autre côté. Alors je vais passer en fait ce M0, je vais le passer là, comme ça j'aurai tout à M0 d'un côté. Donc il ne restera plus que le M ici. Donc finalement ça me fait L. Alors ce CLT de fusion il s'en va. Moins LF moins CS T de fusion moins TI. Voilà, supérieur à. Alors M0, M0, CL, facteur de T de fusion moins T0. Voilà ce que ça nous donne. Ok, M0, non CL, donc ici, T de fusion moins T0. Voilà, donc cette condition c'est celle-ci. Alors on va tout multiplier par moins 1. Hein, et ça fait M, facteur de LF plus CL, facteur de T de fusion moins TI, inférieur à M0CL, facteur de T0 moins T de fusion. Voilà, d'accord. Et puis c'est tout dans le bon, tout est bien positif ici. Hein. Voilà. LF plus CS. Alors T de fusion c'est 0 degré. Hein. Ici c'est 0 degré C. Et ça c'est moins 5. Hein. Voilà. Le TI c'est moins 5. Moins TI c'est positif. Ici le T0 on est 50 degrés C. Hein. 50 degrés Celsius. Et le T de fusion c'est le 0 degré. Donc voilà, tout est bien positif. Donc voilà, donc on trouve bien que M0 doit être, la masse donc initialement liquide doit être suffisamment importante hein, pour en fait, voilà, avoir suffisamment d'énergie interne, de chaleur, à fournir au système initialement glace pour le transformer entièrement en liquide. Alors si on fait un petit peu les valeurs numériques, là, ici, le M, ça nous fait M multiplié par 3,5 10 puissance 5 voilà, inférieur à M0 à 2,1 10 puissance 5 2,1 voilà, 10 puissance 5 donc si on fait cette application numérique avec ce qui est donné. Voilà, donc les ordres de grandeur ici des paramètres sont voisins, donc ce qui fait que, pardon, on a strictement inférieur. Voilà. Voilà, donc il faut que M0, en gros, il faut que ce soit, voilà, si c'est 2 fois plus grand, si M0 est 2 fois plus grand que M, ça marche. Hein. Et justement, pris ça comme cas, ensuite comme cas pour faire le calcul. Hein. Alors, donc on va se mettre dans cette hypothèse-là. Hein. Voilà. T0 égale, pardon, M0, excusez-moi. M0 égale 2 fois M. D'accord. Donc si je fais M0 égale 2M, c'est bien ce que j'ai pris. Voilà, M0 égale 2M. On va pouvoir évaluer en fait le TF qui est ici. Hein. Bon, ça, je vais l'effacer. Voilà, donc j'ai le TF ici. Donc M0 égale 2M, donc ça me fait 3M CL TF égale CL. Alors, facteur de M0 égale 2M. Donc 2M T0 plus M T de fusion, moins M fois F, moins M fois CS, T de fusion moins TI. D'accord. Donc les M, c'était fait pour, ils s'en vont. D'accord. Donc je vais tout diviser par 3CL, hein, ça fait TF. Donc ça me fait, les CL sont ici, ça me fait 2 tiers de T0. Plus T de fusion divisé par 3, les CL s'en vont encore une fois, moins, alors LF plus, je vais factoriser, M, CS, T de fusion moins TI, d'accord, tout ça je le mets là, divisé par 3CL, 3CL, voilà ce que ça nous donne, ok, là par contre le M il est parti, pardon, voilà. LF, ici L indice F, voilà, plus CS, T fusion moins TI. Voilà, c'est bien ça, non, ça marche.
Voilà, donc là, a priori, hein, on passe tout en Kelvin, d'accord? On fait le calcul et on reconvertit, hein, d'accord? Au moins, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, d'accord? Alors, est-ce qu'on pourrait les garder en degrés Celsius? Tant qu'on a des différences comme ça, bon, là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, vraisemblablement oui, parce qu'ici, voilà, je pense que si on le faisait en degrés Celsius, ça marcherait aussi. Mais enfin, la prudence impose qu'on passe en Kelvin, on fait le calcul, et ensuite on reconvertit éventuellement. Voilà, donc 5, voilà, ça nous fait 5,8 degrés Celsius, donc conformément à ce qu'on avait bien prévu, hein, c'est bien positif. Voilà. Voilà, donc bon, cette question ici. Alors, on voit qu'on peut évidemment faire tout un tas d'autres, faire un autre choix, c'est-à-dire soit de se dire, voilà, on peut refaire complètement le problème en disant, la glace en fait a simplement monté en température, mais n'a pas fondu, même une partie, d'accord? Donc on pourrait placer l'état final ici et voir quelle hypothèse ça donne sur la masse de glace. Il faut évidemment qu'il y ait beaucoup plus de glace, d'accord? Alors ce ne serait pas l'opposé de celle-là, hein, puisque les deltas seraient différents. Donc attention. Hein. Et puis il y aura encore une troisième hypothèse ici, c'est que l'état final soit ici. C'est-à-dire qu'une partie de l'eau initialement liquide se transforme en glace, et une partie de la glace initialement présente se transforme en liquide. Donc là, il faudra faire appel à ce qu'on a vu, c'est le grand 3 du cours, sur les fractions massives. On n'ira pas jusque-là. Voilà. Et ensuite, on va faire les bilans d'entropie. Alors, on passe donc au bilan d'entropie donc, sur cet exercice donc, de glaces qui font avec de l'eau. Alors, bilan d'entropie, on va faire le bilan d'entropie dans chacun des systèmes mis en jeu, et puis l'union des deux. Donc. Alors, variation d'entropie du système initialement liquide. Bon, le système initialement liquide reste liquide, donc on utilise l'expression d'entropie, le MCLN de T. Hein. Donc ici, l'eau liquide c'est M0, sa capacité calorifique c'est CL, donc MCLN de TF moins MCLN de TI, hein. C'est MCLN donc de TF voilà, sur TI, TI étant T0, hein, et TF étant donné par l'expression qui est ici de manière générale, ou là, dans ce cas-là, si M0 vaut 2M. Voilà, alors là évidemment où ça complique un petit peu, c'est la variation d'entropie du système initialement glace. Donc c'est S de SG état final moins S de sigma G, voilà, état initial. Alors en fait, quand on a appliqué le premier principe, hein, c'est pareil, vous refaites la même relation de Chasles, mais simplement avec S au lieu de le faire avec H ou U. Voilà, donc ici le S, ici moins le S qui est là. Hein. Donc évidemment, hors de question de faire MCL ln de T moins MCS ln de cette température. Hein, parce que, comme on l'a dit, hein, les MC ln de T, c'est à une constante près, et cette constante n'est pas la même selon que vous êtes à l'état liquide ou à l'état solide. Donc voilà, donc souvent on oublie un peu cette constante, mais elle est bien là. Voilà. Donc il faut passer par ces états intermédiaires, hein, pour lesquels on a justement des données. D'accord? Donc ici, ça va nous faire S, donc toujours pour sigma G, donc de EF moins le S de cet état-là ici, S de extrême liquide pour sigma G, je le rajoute, S de sigma G état extrême, donc extrémité du palier liquide, moins, alors on va passer par cet état-là, moins S de EX glace, toujours pour sigma G, plus S de extrême glace, pour sigma G, moins S de EI, glace. Voilà. Voilà. Alors l'expression de TF ici, elle est perdue. Je vais tout effacer. Alors,
1 et ça est bien égal à ça. Tout ce qu'on a enlevé, on l'a rajouté. Et ensuite, on le réinterprète par paire. Hein. Donc S de EF moins S de EXL, c'est toujours sous forme phase liquide. Hein. Donc ça va me faire MCl, hein, ln de alors, T de EF, TF, sur la température de EXL. D'accord? Qui est la température de fusion en l'occurrence. Plus la variation d'entropie sur le changement d'état. Donc on a vu une formule dans le cours. Hein. La variation d'entropie donc sur un changement d'état, c'est le delta H, c'est l'enthalpie de changement d'état divisé par la température de l'isotherme en question. Donc ici, ça me fait, alors ici comme je n'ai pas, c'est multiplié par F. Donc ici, ça me fait donc la masse fois l'enthalpie massique de changement d'état, de fusion, divisé par la température de l'isotherme. Bon, c'est le T de fusion, hein, c'est le 0 degré. Voilà, donc ce terme qui est ici. Bon, donc on ne nous donne pas le delta S dans une table, quand on peut l'avoir dans l'état thermodynamique. Bon, il faut simplement appliquer donc cette formule sur la variation d'entropie. Voilà. Et ensuite, variation donc de S entre EX glace et l'état initial glace. Voilà, donc c'est un MCLN de T. Donc M, là, c'est CS, puisqu'on est sous forme d'un solide. LN de alors, T de EX glace sur T, donc c'est le final. Ouais, c'est ça, moins ça. Donc TI. D'accord? Voilà. Hein. Alors, ici, donc ça, c'est le T de fusion. D'accord? Et ça aussi, donc, ça, c'est le T de fusion. D'accord? Donc 273,15. Voilà cette expression qui est là. Alors, au niveau des applications numériques, hein, pour le système initialement haut, ça fait moins 618 joules par Kelvin. Voilà, moins 618. Moins 618. Et l'autre, ça fait 679. 679 joules par Kelvin. Voilà, pour la variation d'entropie du système initialement en glace. Ensuite, il nous reste la variation d'entropie de l'union des deux. D'accord, hein. La variation d'entropie de l'union des deux, on utilise l'extensivité, c'est la somme des variations d'entropie de chacun des systèmes. Bon, voilà, il n'y a rien de spécial à dire, parce qu'il n'y a pas de simplification, enfin, en tout cas pas de simplification simple. Voilà, d'accord. Voilà, donc vous additionnez les deux. Bon, et vous voyez que 679 moins 618, ça nous fait 61 joules par Kelvin. Voilà, donc ce système, l'union des deux, hein, c'est un système qui évolue adiabatiquement. Voilà, donc sa croissance, donc son entropie, elle croît, et nous, elle croît strictement, parce qu'évidemment, la transformation est complètement irréversible. Hein. Il n'y a pas quasi-statique. Voilà, on a un déséquilibre de température au départ, d'accord, qui fait que le système évolue de manière complètement irréversible. Donc on a un delta S qui est bien strictement positif. Voilà, donc bon, ensuite, comme je vous l'ai dit, hein, on peut imaginer, voilà, donc, prendre l'autre hypothèse. Hein, donc c'est à peu près pareil. Hein. Si je prends l'autre hypothèse, bon, ça revient un petit peu à faire la même chose. Hein. Bon, simplement, c'est le système ici liquide qui va venir là, initialement liquide. Le plus compliqué, c'est quand l'état final sera au milieu ici. Parce que là, il faut utiliser ce qu'on appelle les fractions massiques. Bon, je crois qu'elles ne sont pas tout à fait à votre programme. Mais je vous ai quand même fait quelque chose dans le cours là-dessus.